à contrario. Alors toujours est-il... oui, non, mais sur le modèle tunisien, qui est quand même le point de départ, alors, donc, je pense que c'était la bonne explication, cette histoire de retard à l'allumage démocratique à cause d'endogamie. Je pense que c'est la bonne explication pour le monde arabe. N'empêche qu'ils ont démarré les premiers. Oui, mais ce qu'on n'avait pas vu, et là maintenant je vais faire une autocritique, je crois que ce qu'on n'avait pas vu dans l'analyse des données tunisiennes, c'est que si le taux global était fort, le taux par génération baissait à toute vitesse, en fait, le taux d'endogamie. Donc en fait, et c'est probablement vrai de beaucoup de sociétés arabes actuellement, et si on voulait, je veux dire, au stade actuel, les bons instruments prédictifs, c'est la fécondité, mais c'est aussi suivre les taux d'endogamie dans les divers pays arabes, ce qu'on peut faire avec les enquêtes récentes. D'accord. Il y a une logique statistique à voir que l'Égypte a été le pays qui a suivi ? Oui, mais alors, oui. C'est-à-dire que l'Égypte est un peu en retard sur la Tunisie pour ce qui concerne le taux d'alphabétisation, mais c'est très élevé. C'est aussi tout à fait au-delà de ce qu'étaient les taux d'alphabétisation anglais, français, russe ou iranien au moment de leur révolution. Mais la fécondité, elle est un peu plus élevée, qu'en Tunisie. C'est-à-dire que nous, quand on écrivait, elle était un peu supérieure à 3. Maintenant, les statistiques de l'ONU disent que c'est passé un peu en dessous de 3. Et comme je suis un co-auteur très loyal, je dirais que Youssef n'est pas complètement d'accord et pense que c'est toujours un peu au-dessus de 3. Les querelles de démographes sont terribles. Là, je suis moi hors de mon démographe. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que l'évolution de l'endogamie est vraiment très intéressante en Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte n'est pas un pays arabe, ça a 80 millions d'habitants, c'est le pays arabe le plus important démographiquement et je dirais géopolitiquement, mais sur cette variable fondamentale de l'endogamie, ce n'est pas un pays arabe standard, c'est-à-dire qu'il partait de 25%, ce qui est 10% de moins que l'Arabie saoudite ou la Tunisie, et surtout dans les 20 dernières années, toutes les enquêtes que nous appelons familièrement les enquêtes DHS, Development and Health Service, montrent un effondrement de l'endogamie en Tunisie qui est tombé à des niveaux... En Égypte, oui, en Égypte, qui est tombé à des niveaux de l'ordre de 15%. Et si vous prenez la basse Égypte, ça va être encore plus spectaculaire parce que les différences régionaux. Et ça, c'est une évolution. Alors, c'est toujours pareil, c'est vrai qu'on peut... ça serait injuste de demander à des non-spécialistes d'avoir foi en des données, etc. Mais moi, je peux vous dire, pour moi qui ai collationné des taux de mariage endogame sur l'ensemble de la planète à diverses époques, c'est une évolution vraiment culturelle étonnante. Oui. Et c'est pour ça que, quoi qu'il se passe en Égypte, parce que c'est toujours pareil, les révolutions, ça démarre, on fiche en l'air le système, et puis ensuite, il y a les troubles, les périodes de stabilisation, ça ne va pas tout seul. Entre la Révolution française et la Troisième République, il y a eu un petit moment, et pas mal de dictatures. Un tout petit siècle. Ouais, un petit siècle. À mon avis, ça ira beaucoup mieux et beaucoup plus vite pour les pays arabes. Tout est compressé, comprimé en termes de, d'événementiel, mais les taux d'endogamie, on n'ose plus dire endogamie à 15%. L'effondrement des taux de mariage entre cousins égyptiens nous indique que la société égyptienne est en train de se transformer d'une façon stupéfiante et que la société sera plus individualiste et libérale, quelle que soit la forme transitoire du régime politique. Ok, alors toujours est-il que cette prophétie, après deux autres prophéties préalables qui ont marqué votre carrière, alors je rappelle pour faire court que vous aviez prévu l'effondrement... Je vais essayer de garder un air modeste. Et essayez, on va voir si vous y arrivez, l'effondrement et la dislocation de l'Empire soviétique, ça c'est la première. Ouais. Et ensuite que vous aviez prédit le déclin de l'Empire américain, ça c'est la deuxième. Je vous avais d'ailleurs reçu pour ce livre, Un rêve sur image à l'époque, qui était sur France 5. Tout ça vous fait fréquemment qualifier de prophète. Ouais. Et donc, Anne-Sophie s'est demandé, un prophète, c'est quoi ? Ok. Le reste ne me gêne pas. Pour tester un peu vos capacités de prophète, on va vous interroger sur quelques pays dans lesquels les mouvements révolutionnaires, pour l'instant, n'ont pas pris l'ampleur qu'ils ont pris en Tunisie ou en Égypte, en commençant par le Maghreb d'expression française, c'est-à-dire l'Algérie et le Maroc. Là, comment vous voyez les choses ? Je veux dire, c'est toujours pareil. Il faut bien distinguer. Là, en Tunisie, il y a eu une révolution qui a fait des morts, mais qui n'a pas, d'après ce qu'on a vu comme révolution dans le monde, ça n'a pas été extrêmement sanglant malgré tout.
Et la plupart des paramètres qui ont permis les choses en Tunisie sont très proches au Maghreb. C'est-à-dire que les taux de fécondité sont un peu plus élevés. Ils sont à 2,3, 2,4. Là, vous parlez de l'Algérie et du Maroc. L'Algérie et le Maroc, pareil. L'Algérie doit être à peu près aussi alphabétisée que la Tunisie. Le Maroc, un peu moins, il y a un retard. Mais dans tous ces cas, il y a une sorte de communauté de niveau de développement qui tient en rapport avec la France. Parce qu'évidemment, le grand truc des gens qui nous bassinent avec des débats sur l'islam en France, c'est d'expliquer que les équilibres internes de la société française sont menacés par l'islam, etc. La réalité pour les historiens, etc., c'est que la France est menacée de rien du tout, elle est toute puissante parce qu'elle est très en avance technologiquement, etc. Mais que la réalité, c'est que l'influence de la civilisation française est énorme au Maghreb et que l'impact culturel français historiquement, oui, mais encore aujourd'hui ? Non, historiquement non, et aujourd'hui oui. Alors, c'est-à-dire que, historiquement oui, je veux dire, il y a eu conquête, etc., et puis il y a eu la décolonisation, mais finalement, le contrôle de pays comme le Maroc et la Tunisie, je dirais, contrôle effectif politique, a été de très courte durée, en fait, pour la France. Oui. Par contre, il y a une sorte de lien qui a été établi, qui a amené à l'émergence après, finalement, la décolonisation de sociétés de plus en plus bilingues, en tout cas au niveau des classes moyennes, avec des allers-retours incessants d'individus des deux côtés de la Méditerranée. En gros, l'immigration. L'immigration et le retour des immigrés dans leur pays d'origine pour les vacances. Une sorte de noria, de proximité. Ouais. La réalité, c'est que la langue française a créé une sorte de communauté culturelle, mais entre deux mondes qui sont très différents sur le plan anthropologique. Et ça a créé un Maghreb qui est une position tout à fait particulière dans le monde arabe. C'est-à-dire que le Maghreb, Tunisie mise à part, était plutôt en retard sur le plan de l'alphabétisation. C'est la périphérie du monde arabe. Les pays les plus avancés en termes d'alphabétisation du monde arabe, c'est des pays comme la Syrie ou la Jordanie, la Palestine, avant qu'elle soit foutue en l'air par l'occupation. Mais malgré ce retard d'alphabétisation, l'impact de la France a mené à une énorme avance démographique. C'est-à-dire que les pays si on met de côté le cas du Liban qui est tout à fait spécifique, les pays arabes ils sont les premiers passés au-dessous de la barre des 3 enfants par femme, qui est un seuil critique dans une société patrilinéaire, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent à avoir des garçons quand vous êtes à 2 enfants, etc. Et ça s'est passé dans la partie du monde arabe qui est en relation culturelle avec la France. À quelle époque ? Ça s'est passé dans les années récentes. Le mouvement s'est fait, dans la partie des années 60. 60-70. C'est-à-dire après la décolonisation. Absolument. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde pensait que c'était fini, ça ne faisait que commencer entre la France et le Maghreb. Et puis ça va continuer et à une échelle accélérée, puisque maintenant, je veux dire, avec les tendances... excusez-moi, ça c'est les facteurs communs entre les 3 pays du Maghreb. Et alors qu'est-ce qui peut faire que ça ait démarré en Tunisie et que ça ne démarre pas en Algérie et au Maroc ? C'est-à-dire que de toute façon, l'Algérie a une histoire beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Parce que, d'abord, il y a eu l'épisode de la crise islamiste, qui avait tout à fait un rapport avec la montée des taux d'alphabétisation et une baisse brutale de la fécondité, puisque très souvent, ce qui se produit, ce n'est pas du tout une évolution harmonieuse, c'est un phénomène de crise. Et dans le cas de l'Algérie, la crise a été très précoce, très violente et très inutile et très mal gérée. Quel est le rapport entre la crise islamiste et la fécondité et l'alphabétisation ? Mais parce que là, actuellement, tout le monde est là, on est dans une vision irénique de la transition. Parce que pour le moment, ça ne s'est pas passé trop mal en Tunisie et en Égypte. Ce qui se passe en Libye montre que les transitions ne sont pas toujours paisibles. Mais je parlais tout à l'heure des sociétés où les fils savent lire, pas les pères, où la sexualité est modifiée, etc. C'est des sociétés qui sont, certes, en marche vers le progrès, où l'efficacité économique va être plus grande, où tout est possible. Mais c'est des sociétés perturbées. Et très souvent, c'est des sociétés qui perdent les pédales, où il y a de la violence. Et donc, moi, j'en parle dans le bouquin de Feldman Classique, que j'appelle crise de transition. C'est très très rare qu'une société traverse cette phase de transition sans dommage. La Révolution française, maintenant, c'est merveilleux. Mais si on ajoute les massacres de Vendée et les guerres révolutionnaires, c'est 1 million de morts. Et le problème de l'Algérie, l'Algérie existe, bien sûr, c'est une nation.
mais c'est une nation récente et qui, à mon avis, a été fondée par la guerre d'indépendance. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a des villes qui souvent ont été fondées par les Français. C'est une société un peu amorphe, on dirait anomique. Et donc, il y avait une sorte de fragilité intrinsèque qui explique cette espèce de violence, vraiment de dérapage. Le Maroc, donc maintenant, on peut tout à fait imaginer que l'Algérie reparte avec le bon exemple tunisien vers une démocratisation plus paisible. Mais on ne sait pas. Le Maroc, c'est autre chose. Le Maroc a une vraie histoire. Il suffit de se promener au Maroc, c'est rempli de monuments historiques, de villes impériales. Il y a une monarchie. Et l'évolution, je dirais, qu'on peut souhaiter. Alors, peut-être je vais décevoir les partisans de la table rase. Mais l'évolution raisonnable au Maroc, compte tenu de ce qui s'est passé en Tunisie, du caractère, je dirais, évidemment inéluctable de la démocratisation, c'est l'évolution vers une monarchie constitutionnelle. Mais je dois dire que... Non, mais attendez, moi, je ne vous demande pas ce que vous souhaitez. Je pense que ce que vous souhaitez n'a pas, si je peux me permettre, n'a pas grand intérêt. Je me demande ce que vous prédisez et ce que vous déduisez des observations que vous avez faites. Alors, quand je dis que je souhaite, c'est clair, ne vous en faites pas, je ne vis pas du tout avec le sentiment que je suis maître du monde. Ça va, mais je me permets de dire ce que je fais. C'est important pour moi le cas du Maroc, parce que je vais vous dire, en fait, avec Youssef Courbage, on a commencé à travailler sur le Maroc. C'est-à-dire qu'on avait fait une étude commandée par le gouvernement marocain dans lequel on avait été mis en contact avec des gens très sympas de la haute administration et dans lequel on avait fait une étude statistique. Alors là, c'était très détaillé. On était descendu au niveau provincial pour essayer d'expliquer au gouvernement marocain quelle était la signification culturelle et psychologique de la baisse de la fécondité au Maroc. C'était vraiment... On a fait des séances de travail tout à fait intéressantes avec le ministre de l'Intérieur marocain, le vrai, le faux, enfin tout ça, quoi. Alors, si je peux me permettre, parce que j'aime bien répéter mes questions quand j'ai pas de réponse. Pour l'instant, sur la question de savoir pourquoi l'Algérie et le Maroc n'ont pas démarré de processus révolutionnaire comparable à celui de la Tunisie, le démographe, l'historien, démographe, anthropologue, ce que vous voulez, si je comprends bien, n'a pas de réponse évidente. Pas de réponse évidente. Si. Non, moi ce que j'ai entendu, c'est qu'ils étaient en crise. Ils étaient dans une crise de transition. Tout à fait. D'abord, c'est pas clair. Vous auriez le droit. D'abord, c'est pas clair du tout que la crise n'a pas déjà eu lieu sous une forme négative et ratée dans un premier temps en Algérie, à l'époque du fils. C'est ça. Donc c'est pas clair du tout que la Tunisie est le premier événement. Ça serait d'ailleurs logique dans la mesure où l'Algérie est le pays qui est quelque part quand même le plus en interaction avec la France, et peut-être que même l'interaction, la baisse de fécondité, c'était trop violent pour un pays. Quant au Maroc, il y a une réponse très simple. Le Maroc est très en retard en termes de taux d'alphabétisation. Donc c'est donc on peut tout à fait. Et je vous fais une prédiction, et la prédiction conditionnelle sur ma préférence concernant la monarchie marocaine, quand même, j'y tiens. Je peux vous faire de la prédiction conditionnelle. Si les gens qui gouvernent le Maroc acceptent l'idée d'une évolution vers la démocratisation et la monarchie constitutionnelle, les choses se passeront bien. Et si elles ne l'acceptent pas, elles se passeront moins bien. Mais elles se passeront. D'accord. Les